Je vais vous parler, comme dit dans l'introduction, de facteurs environnementaux. On s'éloigne complètement de la génétique et on va aller vers des choses plus épidémiologiques. C'est toute autre gymnastique intellectuelle. Donc mes conflits d'intérêts. Je vais d'abord m'attarder un petit peu sur pourquoi est-ce qu'on utilise des pesticides, quel est leur rôle en agriculture. Très brièvement, c'est juste pour recontextualiser et pour noter que ces questions ne sont pas anodines sur le plan économique. Leur rôle pointé du doigt dans la survenue d'hémopathie. Je vais ensuite vous parler un petit peu plus longuement sur leur impact sur le pronostic dans une maladie qu'on avait étudiée, qui est le lymphome à grande cellule, et ensuite évoquer quelques perspectives de recherche. Donc, qu'est-ce qu'on appelle pesticides? C'est trois classes de produits commerciaux selon qu'ils ciblent les insectes, les champignons ou les végétaux qui sont indésirables pour les cultures. Ces trois classes, en fait, masquent une pléthore de molécules, de substances actives et de produits commerciaux qui les associent. Elles sont utilisées en France principalement dans les régions agricoles. Ici, on a en fait une carte de France avec les cultures et je pense qu'on ne voit pas très bien, mais leur répartition, on voit les zones viticoles en orange, les zones maraîchères en jaune et les zones céréalières en jaune clair. Et les dépenses en produits phytosanitaires sur les mêmes régions, donc on voit que ça se superpose assez. L'utilisation des pesticides a explosé dans les années 70 jusqu'à atteindre un plateau dans les années 90, et ensuite il y a des réglementations et de nouvelles méthodes d'agriculture qui ont tempéré leur utilisation. On est depuis le début des années 2000 sur une pente descendante. Donc ces données sont pas très jolies parce que c'est l'accumulation de différentes sources de données qui... C'est une figure qui est construite à partir de différentes sources, mais qui permettent d'avoir une idée générale. Qu'est-ce que font les différentes classes de pesticides? Ils ont des mécanismes communs et c'est comme ça qu'ils agissent sur les végétaux, les insectes ou les champignons indésirables. Ils ont pour certains une génotoxicité directe, donc, que vous connaissez bien puisque c'est aussi le principe d'action des chimiothérapies, avec des cassures de l'ADN. Et il pourrait être responsable d'oncogénèse par une réparation de ces cassures de l'ADN dans les cellules non ciblées, dans les cellules humaines non ciblées, la génération d'oncogènes. La génotoxicité a été franchement établie sur le DDT, qui est un organochloré interdit depuis la fin des années 80, mais dont la persistance dans l'environnement est encore présente, et les hydrocarbures halogénés, etc. Je ne vais pas m'attarder sur les différentes molécules. Une autre voie d'action des pesticides, c'est la génération de composés oxydants, et ça, c'est un mécanisme biologique qui est partagé par de très nombreuses classes de pesticides, et donc la génération des composés d'espèces réactives de l'oxygène, en fait, ça vous ramène à vos cours de biochimie, je pense, de première et deuxième année. Ces ROS sont responsables d'une mort cellulaire, pareil, dans les organismes indésirables, mais ont aussi des effets sur toutes les cellules humaines. Et à petite dose, les espèces réactives de l'oxygène ne sont pas toxiques, elles sont même utilisées par les cellules comme signaux pro-survie, et elles induisent la génération de défense antioxydante. Ce qui a aussi été pointé comme étant un des mécanismes de résistance à certaines chimiothérapies, notamment au melphalan dans le myélome. Voilà. Et les espèces réactives de l'oxygène, en outre, sont responsables indirectement de lésions de l'ADN. On rejoint la génotoxicité de la diapo précédente. De manière un petit peu moins établie, certaines classes de pesticides pourraient avoir un effet perturbateur endocrinien.
en liant un récepteur nucléaire qui est dévolu à une fonction endocrinienne. Et certaines études ont montré des toxicités spécifiques des lymphocytes de ces classes-là de pesticides. Il faut savoir que le grand modèle d'étude des pesticides, c'est les hépatocytes. Donc on a beaucoup de données biologiques sur leur effet sur les cellules du parenchyme hépatique et donc un petit peu moins, mais de manière assez certaine sur le lymphocyte. Alors la question de l'impact de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine, c'est une question ancienne qui a été posée dans le débat public dans les années 60 par Rachel Carson. C'est une référence qui est beaucoup reprise par les cercles militants. Dans tous les cas, il a été très très vite établi qu'il y avait une toxicité de ces molécules, la plupart de ces molécules utilisées à forte dose sur la santé humaine. Il s'agit d'irritation cutanée, du système respiratoire, d'atteintes neurologiques, et pour lequel la relation de causalité et l'imputabilité est facile à établir, et pour lequel les mesures de prévention sont aussi assez simples à mettre en place, puisque des conseils sur l'utilisation, sur les mélanges, des protections individuelles permettent de diminuer ces surexpositions accidentelles. Ce qui est plus compliqué à établir, c'est le lien de causalité d'exposition à long terme de petites doses. Et donc, c'est tout le problème dans les modèles de lymphomagénèse ou de maladies neurodégénératives qui sont pointés du doigt parce que l'épidémiologie associe la survenue de ces maladies à l'utilisation des pesticides. Je reprenais dans cette diapo les principales voies d'exposition et les principales populations. Alors les difficultés en fait, qu'on a à établir la causalité. Donc il y a la difficulté de l'exposition prolongée, donc de l'action différée. Il y a la difficulté de mesure des voies d'exposition. Les professionnels, les agriculteurs en fait, et les industriels de la chimie ont des manipulations directes avec des expositions par les voies cutanées, aériennes, et qui sont mesurables facilement. Ce qui est beaucoup plus difficile à mesurer, c'est la quantité des résidus de pesticides dans l'alimentation, et ce qui concerne par contre toute la population. Et il y a aussi les problématiques des expositions des riverains dans les zones d'épandage. Donc les principales maladies ou classes de groupes de maladies, parce que les hémopathies ne sont pas une maladie en soi, comme les troubles de la reproduction et du développement, qui sont pointés du doigt, sont sur cette diapo. À noter que la maladie de Parkinson, ça a été la première maladie pour laquelle la reconnaissance en maladie professionnelle a été établie. Et voilà. Les données sont principalement, comme je vous l'ai dit précédemment, issues du monde agricole, parce qu'on a de manière pragmatique des niveaux d'exposition plus élevés et une certaine connaissance des produits aussi auxquels on est exposé. Et les moyens d'études épidémiologiques, ça va vous rappeler aussi vos cours d'épidémiologie de P2 ou de D1, je ne sais plus, avec des études cas témoins qui permettent d'approcher un risque, puis des études de cohorte rétrospectives, puis quand on a un petit peu d'argent, un peu plus d'argent, on fait des études de cohorte prospectives. Donc, je vais vous présenter des résultats synthétiques des études de cohorte rétrospectives et quelques études prospectives. Sur cette diapo, je reprenais les limites méthodologiques pour établir un lien de cause à effet. Alors, il y a très peu d'études qui vont établir un lien direct entre une molécule et une maladie, puisque les populations à risque sont exposées à de nombreuses molécules différentes. En fonction des saisons de l'année, on va d'abord traiter, par exemple dans la viticulture, on va d'abord traiter les vignes avec des fongicides au printemps, puis on va mettre les insecticides, etc., etc. Il y a des rotations, ça revient annuellement, mais en tout cas, le lymphome, il ne va pas survenir en juillet après une exposition en mars. Il y a des délais qui sont beaucoup plus longs, et donc la problématique, c'est de comment prendre en compte ces multi-expositions, comment aussi prendre en compte des populations qui seraient plus à risque ou plus sensibles. Alors,
Il y a des études spécifiques qui sont faites sur la population pédiatrique. Pas grand-chose qui sont faites sur les autres classes de population. Tout de même, les effets de cumul et de synergie ont été assez bien étudiés sur des modèles in vitro. Et l'effet cocktail donc l'effet cocktail, c'est le nom qui est donné par l'effet cumulatif de plusieurs pesticides différents, a été montré au moins sur un beau modèle, animal il y a 5 ans, je crois. Bien sûr, nous sommes en oncohématologie et vous avez eu plein de rappels ce matin sur le poids des susceptibilités génétiques dans la survenue des hémopathies. Et on a dans les hémopathies lymphoïdes aussi la notion des risques apportés par certaines maladies virales. Donc en soi, une exposition environnementale à un pesticide n'expliquera pas tous les cas de lymphome, évidemment. Le temps de latence, je m'y suis déjà attardé. Souvent, les lymphomes surviennent plusieurs dizaines d'années après l'activité professionnelle. C'est des maladies qui surviennent avec une médiane d'âge de 65-70 ans. Et alors que l'activité professionnelle chez les agriculteurs débute parfois avant 18 ans même lors de l'apprentissage. Et une notion très importante, et c'est un message que je dois vous faire passer, c'est que les risques qu'on a mesurés jusque-là, et tout va dans le même sens, sont assez faibles en termes épidémiologiques. C'est-à-dire que même le DDT, ce n'est pas l'amiante et le mésothélium. C'est des odds ratios qui sont autour de 1,5 à 2, alors que, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'amiante avait un odd ratio d'association avec le mésothélium de 300, je crois, le tabagisme c'est autour de 30, etc. Donc on est sur des facteurs de risque qui sont beaucoup plus faibles que les autres polluants environnementaux qui ont déjà été impliqués dans des cancers. Sur cette figure, qui est issue d'une publication du début des années 90, il est repris l'ensemble des études cas témoins et de cohortes rétrospectives qui associaient une exposition professionnelle chez les agriculteurs aux pesticides à différents types de cancers. Donc encore une fois, en épidémiologie, et je pense que vous avez cette notion, il y a des études qui montrent des associations positives, des associations négatives, et à la fin, le consensus scientifique va se faire autour de la robustesse, des outils utilisés pour les mesures. Est-ce qu'on part d'auto-questionnaires? Est-ce qu'on va confirmer les diagnostics? Est-ce qu'on va confirmer les manipulations de pesticides en demandant les factures, etc. etc. Chaque étude, disons que contrairement aux essais cliniques randomisés, il n'y a pas de méthodologie propre, claire et communément utilisée pour les études cas témoins et de cohortes. Et donc, on voit que les hémopathies sont quand même le groupe le plus étudié et le groupe où il y a le plus d'études qui montrent une association avec l'utilisation de pesticides en milieu professionnel. Il y a aussi les cancers de la prostate qui semblent être surreprésentés chez les agriculteurs, et après les choses sont beaucoup plus pondérées. Voire il y a des associations négatives, notamment pour le cancer du poumon, parce qu'il y a moins de tabagisme chez les agriculteurs. Donc je vais m'attarder sur les lymphomes et les hémopathies avec une revue de quelques études. Alors je cite souvent celle-ci puisqu'en Languedoc-Roussillon, elle a été une étude qui a beaucoup marqué la communauté des hématos de notre grande région dans les années 90 et qui montrait donc chez une population de viticulteurs un surrisque de 50% de LMNH sans s'attarder sur les sous-types. Ce qui est aussi la limite de beaucoup de ces études, c'est qu'on n'a pas vraiment d'idée des sous-types histologiques qui sont concernés par ces expositions. Il y a une synthèse publiée par l'INSERM en 2012 qui reprend différentes méta-analyses. Il y en a 2, 4, 6 et 7 qui ont été publiées avec une méthodologie sérieuse. On voit que les plus anciennes ne montrent pas d'association, et par contre les plus récentes sont toutes en faveur d'une association entre l'exposition aux pesticides et le surrisque lymphome. À noter que celle-ci s'était focalisée sur la population des travailleurs de l'industrie
de l'industrie et du domaine de la production des phytosanitaires. Et donc c'est là où le méta-risque relatif était le plus important. Il y a deux cohortes prospectives deux grandes études de cohortes prospectives dont je tiens à vous parler. Une qui est conduite en France, je vais la présenter juste après, et une qui est conduite en Amérique du Nord dans deux États, la Caroline du Nord et l'Iowa, si je ne dis pas de bêtises. Celle-ci, c'est la plus ancienne, elle a commencé en 1999, on a maintenant 21 ans de recul. Elle s'appelle Agricultural Health Study, et elle vise à enregistrer les utilisations de pesticides des agriculteurs et la survenue de maladies chez eux-mêmes et chez leurs époux ou leurs épouses. Vous voyez que beaucoup d'individus sont suivis, 51 000 agriculteurs, 32 000 époux, épouses. Et donc, tous les 5 ans à peu près, on a droit à une mise à jour de l'incidence ou de la mortalité selon les causes. Et donc, on a des analyses qui sont faites soit en comparant à la mortalité attendue dans la population générale, soit avec des outils statistiques qui sont un petit peu plus poussés, où on normalise sur d'autres facteurs de risque, notamment le tabagisme. Et sur le causal mortality ratio, on prend en compte... c'est une manière de standardiser un peu plus savante, où on va prendre en compte l'espérance de vie sans l'exposition aux pesticides. Donc il y a quand même un biais dans cette mesure où on tient en compte des résultats des cohortes précédentes. En tout cas, de manière constante, on a depuis le début une sous-mortalité toute cause chez les agriculteurs et chez leurs épouses. Donc c'est une population qui est plutôt en meilleure santé, qui ne fume pas, qui a une activité physique, donc des choses qui sont bien établies. Et par contre, une surmortalité pour les hémopathies malignes que sont le lymphome non-hodgkinien, donc qui est en... Donc je pense que le chiffre qui est le plus fiable, c'est le ratio le ratio de mortalité standardisé relatif, donc ajusté sur les autres facteurs de risque, c'est celui qu'on a depuis le début, et qui est autour de 1,4-1,5 chez les agriculteurs exploitants, mais aussi chez leurs épouses. Alors parfois le risque semble être plus important chez les époux et épouses, et ceci a été un petit peu investigué. En fait, quand on observe le comportement des partenaires, on se rend compte qu'ils sont moins sensibilisés aux mesures de protection. Donc ils vont prendre par exemple les combinaisons de protection et les mettre dans la machine à laver. Ils vont beaucoup moins, enfin c'est un exemple tout bête, mais ils vont rentrer sur les cultures et cueillir plus fréquemment que les agriculteurs exploitants qui épandent, et ensuite qui au moment de la récolte seront plus dans des tâches de management, etc. Donc il y a des comportements spécifiques qui ont été identifiés qui pourraient expliquer en tout cas que les époux-épouses aient un risque similaire, voire un petit peu supérieur. Alors en France, on a fait la même chose dans 13 départements, 12 départements plus 1 qui est arrivé après, où il y avait déjà des registres des tumeurs, ce qui facilite les recueils d'incidence, puisque une des limites de la cohorte nord-américaine, c'est que les seules données de mortalité sont fiables, les données d'incidence sont récupérées dans des registres qui ne sont pas systématiquement conduits et pour lesquels il y a un retard de mise à jour. Et en France, du coup, la méthodologie est un petit peu différente. Donc dans 12 départements plus 1, où il y a des registres des cancers, je ne sais pas si vous savez ça, mais tous les départements français ne tiennent pas de registre des tumeurs, c'est quelque chose de compliqué et excessivement cher. Donc on a une vision assez hétérogène, et cependant il y a quand même quelques régions viticoles qui sont représentées, mais par exemple pas les régions céréalières autour de l'Île-de-France, donc je pense que tout est perfectible. Elle s'intéresse du coup à 200 000 utilisateurs de pesticides plus leurs conjoints, affiliés à la MSA, et il y a une analyse intermédiaire qui date de 2017, qui avait montré un surrisque de lymphome non-hodgkinien et de myélome chez les hommes, et de myélome seulement chez les femmes.
Donc on est très tôt dans l'analyse, on a commencé en 2005-2017, c'est des données qui ont été censurées depuis 2015, donc on a 10 ans d'exposition mesurée. Je pense que ces données devront être mises à jour dans les prochaines années. Donc fort de ces études épidémiologiques et de quelques données mécanistiques sur des modèles de lignées cellulaires et des modèles murins, on n'a guère été plus loin. L'OMS a proposé de classer les différents pesticides selon leur classification en fait, qu'ils utilisent pour tous les agents chimiques, donc cancérogènes certains, ça c'est le DDT, le lindane et l'arsenic. Cancérogènes probables où il y a le DDT, donc ceux-ci sont en général interdits, toutes les molécules qui font partie de ces deux groupes sont interdits. Et donc ensuite il y a les cancérogènes probables, inclassables et non cancérogènes. Et le groupe des cancérogènes probables fait beaucoup discuter. Je pense que vous êtes régulièrement interpellé par des articles de presse ou des émissions de télévision qui vont pointer du doigt le glyphosate, qui est la grande molécule du moment. Et fort de ces études et de la reconnaissance par l'OMS de la cancérogénicité de ces classes de produits chimiques, les hémopathies lymphoïdes, donc lymphome, LLC, myélome, sans distinction des sous-types de lymphome, ont été reconnues comme maladies professionnelles en 2015, et avec des ajustements réguliers, et donc devraient être déclarées systématiquement, ce qui n'est pas vraiment le cas, puisque d'une, cette notion est très récente, et de deux, les patients qui arrivent sont souvent retraités et n'ont pas de bénéfice direct à faire reconnaître leur maladie comme maladie professionnelle. Donc la consultation avec le médecin du travail au moment du diagnostic de lymphome, de la consultation d'annonce, du début des chimiothérapies, etc., passe à l'as. Donc il faudrait trouver des systèmes pour les déclarer a posteriori, une fois la rémission obtenue, ou faire des déclarations automatiques. Voilà. Bon, je pense que de toute façon, ça ne... Bon, on peut rien y faire là. Juste, je voulais vous sensibiliser là-dessus. N'hésitez pas à passer le message si vous avez dans vos services des diagnostics chez des anciens agriculteurs exploitants ou ouvriers agricoles, de passer le message qu'il faudrait aller voir le médecin du travail à un moment. Peut-être que ça restera dans un coin de la tête et qu'il le fera dans le futur. La question s'est aussi posée, du coup, comme je vous ai dit, en population générale, avec les résidus de pesticides qui sont trouvés dans l'alimentation. Est-ce qu'ils ont un impact sur la santé? Comment mesurer ça? C'est très délicat, hein. Ces résidus sont inconstamment mesurés, inconstamment retrouvés, ils dépendent de l'origine, des systèmes de production, etc. Il y a une multitude de types de carottes produites, par exemple, pour parler des carottes, mais ça vaut pour tout. Et donc, il y a une approche qui a été privilégiée par les investigateurs d'une cohorte française qui s'appelle Nutrinet Santé, qui est une cohorte prospective sur les habitudes alimentaires de 70 000 citoyens français, donc réalisée en ligne. Et donc ils sont allés regarder ceux qui mangeaient bio tout le temps et ceux qui mangeaient bio jamais, pour mesurer, pour aller voir s'il y a une différence d'incidence de cancer différente dans ces deux groupes. Donc ils ont fait un suivi pendant 7 ans, ce qui est relativement court, je pense, et donc nécessitera encore mise à jour. Ils ont classé 4 groupes selon la fréquence de consommation d'aliments issus d'agriculture biologique labellisée. Donc le groupe 1 a été comparé au groupe 4, donc sur des effectifs qui sont quand même assez limités, mais il y a une différence d'incidence des lymphomes qui est, après test statistique, associée significativement. Et donc avec un hazard ratio de 0,24, donc ce qui peut s'interpréter comme une diminution du risque de 75% pour la survenue de lymphome dans le groupe qui consomme toujours ou très fréquemment des aliments bio versus les autres. Alors ça a été standardisé sur le niveau socio-professionnel, sur l'accessibilité au CHU, sur le tabagisme, sur toutes les choses qui sont un petit peu connues comme étant pronostiques dans la survenue des lymphomes, sur l'infection par le VIH, etc.
Est-ce que vous avez des questions sur cette partie-là? Parce qu'ensuite, on va parler un petit peu de l'impact dans le pronostic des hémopathies. Donc, je suis ouvert aux questions. Après, on peut aussi les prendre à la fin. Je sais pas. Vous voyez, c'est très épidémiologique. Je vous ai montré les études qui associaient qui montraient un surrisque. Il y a aussi tout un tas d'études qui ne montrent pas de différence, donc qui méritent aussi d'être prises en compte et analysées sur leur méthodologie pour essayer de comprendre pourquoi toutes les études ne concordent pas. Néanmoins, on a quand même une tendance à aller vers une majorité d'études qui montrent une association, et avec la robustesse des 2 études prospectives nord-américaines et françaises. Donc à Montpellier, on a posé la question du pronostic de ces patients agriculteurs. Est-ce qu'ils répondent bien ou pas bien à la chimiothérapie, en partant de l'idée que les pesticides, parce que, comme je vous l'ai montré, induisaient principalement des lésions de l'ADN et du stress oxydant, enfin générer des radicaux libres qui pouvaient induire du stress oxydant. Et en faisant l'analogie avec les mécanismes de la chimiothérapie qui sont aussi générateurs de lésions de l'ADN et générateurs de stress oxydant dans leur mécanisme d'action. Et donc l'hypothèse qui a été formulée, c'est la suivante, c'est l'exposition chronique aux pesticides va induire ces lésions, mais aussi les mécanismes de réparation de l'ADN et des mécanismes antioxydants pour aller se débarrasser justement de ces attaques chroniques prolongées. Et donc, est-ce que ceci, dans des cellules tumorales, va pouvoir être mis en place pour se débarrasser de la chimiothérapie et donc résister à son effet? Donc, cette question, pour y répondre, on a d'abord fait une étude épidémiologique parce que c'est facile à faire quand on n'a pas de sous et que ça permet ensuite d'aller plus loin. Et donc on s'est intéressé aux patients DLBCL traités par AirShop en première ligne 2010-2015 dans les 6 hôpitaux qui prennent en charge des lymphomes dans la région Languedoc-Roussillon, donc Occitanie-Est maintenant. On a recueilli leurs données cliniques et on a été réinterroger tous les patients ou leurs proches pour les patients décédés sur leurs activités professionnelles. Et donc les activités professionnelles, tout ont été enregistrées dans une base de données et passées dans une matrice qui est tenue par Isabelle Baldi à l'Université de Bordeaux. Et cette matrice nous permet de donner une probabilité d'exposition aux pesticides par profession. Ça nous semble plus rigoureux pour aller évaluer l'utilisation de pesticides que de retrouver des factures, ce qui était fait dans des études jusque dans les années 90. Et donc, par exemple, interne en médecine sortait avec 0 point de risque d'exposition, comme vous pouvez l'imaginer, et viticulteur sortait avec 100% de risque d'exposition. Une des limites, c'est qu'on ne prend pas en compte les professions, les exploitants qui font du bio, qui concerne malgré tout peu de patients vu l'âge et vu la période d'activité professionnelle de ces patients. Donc 244 patients ont pu être interrogés, on avait 39 exposés, alors il y avait des expositions qui se recoupaient et vous voyez que la viticulture était ce qui arrivait en tête chez nous. On a aussi pas mal de maraîchage, l'arboriculture, donc c'est les abricots du Roussillon qui sont très bons. La culture de céréales venait ensuite, un petit peu de maraîchage, enfin pas mal de maraîchage en fait. Les autres cultures, on va perdre la télé. On a aussi inclus dans les exposés des non-agriculteurs mais qui manipulent régulièrement des pesticides, c'est les paysagistes, c'est les dératiseurs et autres hôtesses de l'air qui font les longs courriers et qui passent de l'anti-moustique sur les vols retour des zones empaludées, et les travailleurs du bois qui traitent par exemple les charpentes avec des insecticides. Et donc on a pu mesurer un taux de réponse aux chimiothérapies qui est diminué chez les agriculteurs par rapport aux non-exposés. Donc la figure elle se lit comme ça. Il y avait un taux de non-réponse complète de 30% contre 11% de non-réponse complète dans le groupe agriculteur non-agriculteur. Et dans le groupe exposé avec les agriculteurs et les autres agriculteurs, on avait aussi une différence qui était significative et qui se traduisait en termes de survie sans progression et de survie globale. Alors survie sans progression qui a été mesurée à 2 ans,
puisque dans le DLBCL, plusieurs données ont montré que la POD24 était assez prédictive de la survie à long terme. On voit que seulement 56% des agriculteurs n'avaient pas eu de rechute ou de maladie réfractaire, contre 83% pour les non-agriculteurs. Et donc ça se retrouvait en termes de survie globale après 2 ans. Dans le groupe agriculteur versus non-agriculteur, les autres expositions ne semblaient pas être aussi pourvoyeuses de surmortalité. Et donc pour aller plus loin, fort de ces données, on est allé séquencer le génome des tumeurs dans des échantillons qu'on avait en tumorothèque pour quelques agriculteurs et quelques non-agriculteurs de notre cohorte. Et on voit qu'on a de manière assez franche une signature qui est différente. Donc les agriculteurs, les exposés, ils sont mis en rouge. On a un profil d'expression de gènes qui est différent selon ce facteur de risque, qui n'est pas lié à la classification GC ici et ABC ici. On voit que dans la signature GC-ABC, on a un panachage qui est assez important. Et donc actuellement, on est en train de regarder dans ces différents gènes quels profils mutationnels sont identifiables. On a pu déjà regarder des anomalies, on a pu voir des anomalies au niveau du complexe polycomb PRC2, c'est là où il y a l'enzyme EZH2, qui est, je pense que vous connaissez, qui est targetable, qui est une histone méthyltransférase. Et on a aussi une signature associée à la réponse aux UV et à l'activation de TP53, ce qui va bien avec nos hypothèses initiales de mise en place de mécanismes de réponse aux lésions de l'ADN. Voilà, en conclusion, ce qu'il faut retenir de ce topo, c'est qu'il existe un faisceau d'arguments épidémiologiques et mécanistiques en faveur d'une causalité. Donc c'est toute la subtilité qui ne permet pas d'affirmer avec une robustesse, une grande robustesse, le lien entre pesticides et survenue de lymphome. Néanmoins, beaucoup de données biologiques fonctionnelles in vivo et épidémiologiques vont dans le même sens. La chose semble être très marquée en milieu professionnel. Quid de la population générale? Le surrisque est relativement faible, ce qui est aussi problématique et dramatique pour nos patients. C'est-à-dire que les pouvoirs publics doivent prendre en compte aussi la vie économique et la production agricole française, ce qui est un objectif, un axe politique très important visiblement pour le pays, et donc est très gêné quand il s'agit d'aller réglementer en défaveur de l'utilisation des pesticides. Et une des grandes questions qu'on se pose, c'est quels sous-types de lymphome non-Hodgkinien sont concernés. Les études sont contradictoires. Le premier sous-type, ça a été le lymphome de la zone marginale qui a été montré du doigt. Le DLBCL, il y a des données oui, des données non, qui ont à mon sens, la même valeur. Donc j'ai du mal à être convaincu qu'il n'y a pas de surrisque de DLBCL au vu de ce qu'on a pu faire, de ce qu'on a pu voir en Languedoc-Roussillon. Je pense qu'aussi les données elles sont extrêmement dépendantes du type de culture qui est faite là où est conduite l'étude. Pour les leucémies lymphoïdes chroniques et pour les myélomes, le spectre se resserre aussi, et donc c'est des entités qui sont quand même un peu mieux définies. Mais voilà, quid des folliculaires, quid des Hodgkin, des lymphomes T. Je regardais là, du coup j'ai refait la biblio hier avant de... Je ne l'ai pas intégré puisque ça nécessite de s'y pencher un petit peu plus. Ils ont regardé les hémopathies chez les enfants dans des cohortes françaises, alors c'est des cohortes 4 et moins. Donc pareil, pincette, et il faut attendre, je pense, des données prospectives pour conclure, mais il semblerait y avoir plus de Hodgkin et plus de Burkitt chez les enfants d'agriculteurs. Bon. Ce qui ne m'a pas sauté aux yeux, mais je ne suis pas non plus passé je suis pas passé en pédiatrie, donc je ne sais pas si vous avez des observations là-dessus, n'hésitez pas. Et donc l'autre question, c'est en termes de pronostic. On a l'impression que les agriculteurs qui ont un DLBCL s'en sortent moins bien. Quid des LLC et des myélomes? Est-ce que ces données qu'on a mesurées sur une étude rétrospective, donc qui est potentiellement pleine de biais, pourront être confirmées sur des études prospectives? Donc ça, c'est en cours, avec une grande cohorte française qui s'appelle REALISA, qui mesure tout plein de choses en vraie vie chez les lymphomes. Et
et donc aussi aller plus loin dans l'analyse des échantillons tumoraux qui pourraient répondre à certaines de nos questions. Voilà, donc j'ai plein de monde à remercier, tout est sur cette diapo. Je pense à Guillaume Cartron et Jérôme Moreau à Montpellier et Pascal Fabreau-Perret à Nîmes qui soutiennent ces projets depuis 5 ans maintenant avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas.